Bienvenue et merci. On est donc quelques privilégiés à avoir la chance en ce dimanche matin, lendemain de fête et de représentation de Satori, spectacle d'Étienne Jomet et de Félicité Stiendorf. Donc on a aussi eu la chance d'avoir hier soir ici dans le petit plateau de la Friche. Donc on va passer 2 heures environ avec Étienne Jomet qui va nous parler un petit peu de sa carrière et de l'historique de son parcours. Et aussi j'imagine, de certains aspects techniques liés au synthétiseur analogique, peut-être un peu de saxophone, des modalités de composition de ta musique et d'interprétation en live. Je vais laisser la parole à Étienne ainsi qu'aux participants. Lorsque vous souhaitez poser une question, je vous apporterai un micro. Et la première question pour lancer la rencontre, est-ce que tu peux simplement nous résumer ton parcours? Les gens te connaissent, à mon avis, surtout depuis Zombie Zombie, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé avant pour toi et comment en es-tu arrivé là? Justement, la musique, il y avait quelque chose de très technique, qu'il fallait s'entraîner et tout ça, ce qui vraiment, à l'âge où j'avais, c'est-à-dire quand j'ai commencé à 11 ans, correspondait pas vraiment à ce que j'envisageais. Je n'étais pas forcément travailleur, j'aimais bien jouer de la musique et je me suis aperçu que les profs comptaient beaucoup dans ma motivation. Et quand j'ai déménagé, je suis tombé sur un conservatoire et j'ai joué de la musique qui me plaisait pas du tout, très sérieuse. Ça demandait beaucoup de discipline et du coup, voilà, j'ai eu des hauts et des bas dans le saxophone. Mais la musique me plaisait beaucoup et ça m'a donné au moins donné cette passion de la musique. Donc j'ai commencé à écouter, à acheter des disques. Parce que quand j'avais un disque, je l'écoutais très longtemps. Je regardais les détails des pochettes, tout ce qui était écrit dessus. Et j'ai commencé à m'intéresser aux instruments, à regarder ce qu'ils utilisaient. C'était écrit sur les pochettes. Aujourd'hui, évidemment, avec les MP3 et avec YouTube, impossible de savoir. Donc j'allais au concert et je regardais ce que les gens utilisaient. Donc je me mettais sur la scène comme ça et je regardais leurs pédales et tout ça. Et j'ai essayé de voir quels sons généraient, quels sons faisaient les instruments. Donc, je ne me voyais pas du tout faire une carrière dans la musique parce que je n'étais pas particulièrement doué au saxophone. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen pour moi de garder cette passion de la musique, c'était d'allier en fait les études, que tu es scientifique à ma passion de la musique. Donc, j'ai trouvé ce métier d'ingé son. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques écoles. En fait, il n'y en avait qu'une ou deux à l'époque. C'était Louis Lumière et puis rue Francoeur, là, la FEMIS, qui proposait du son. Donc voilà, j'ai fait l'école Louis Lumière. Le numérique arrivait. C'était la révolution Internet, la révolution aussi des instruments. Et donc moi, c'était l'occasion d'acheter des instruments pas chers et puis des instruments qui me rappelaient aussi les années 80. C'est intéressé à ces synthétiseurs que vous voyez là, parce que c'est des instruments avec lesquels on peut en fait créer son propre son. Alors j'ai commencé à les acheter et je les utilisais pour accompagner les copains. Et j'ai vu qu'on pouvait faire des sons assez délirants, un peu comme je viens de faire là, très facilement, très rapidement, et qui évoquaient des choses très fortes. Donc ça c'est voilà, on arrive au début des années 90 où j'ai commencé à accompagner des gens qui faisaient la chanson française, du rock, de la pop. Et donc j'accompagnais plusieurs groupes. Un des groupes qui a eu le plus de succès, c'est les Maris de Monk, là, qui va être édité là, au mois de décembre, parce que le groupe n'existe plus, mais ils ont fait pas mal de disques. Et je les accompagnais sur scène au saxo et au synthé. Et je me suis rendu compte très rapidement que ce n'étaient pas les gens qui jouaient le mieux des instruments qui faisaient la plus belle musique. C'est-à-dire que ceux qui possédaient les techniques les plus... qui étaient très forts techniquement, qui ne faisaient pas les meilleures choses, ni la musique la plus intéressante, ni les sons les plus inventifs. Et je me suis aperçu en fait qu'on pouvait faire de la musique sans beaucoup de technique, en fait,
il suffisait d'avoir des bonnes idées, en fait. Et ça, donc, en fait, pour être musicien, j'ai l'impression que ça se passe beaucoup dans la tête. Ça dépend pas vraiment de l'instrument, ça dépend pas de ce qu'on a appris, ça dépend pas euh, ça dépend aussi beaucoup de soi-même, d'une relation aux choses, en fait. Donc voilà, c'est ce que je développe depuis intuitivement. Ça, non, maintenant j'ai 45 ans. Alors, c'est facile aujourd'hui un petit peu de dérouler le fil de l'histoire, là, comme je viens de vous le faire. Mais c'est une réflexion qui en est pas une, comment dire. C'est des multitudes d'expériences, d'illumination, un apprentissage en fait, de la vie et qui prend du temps. Et je pense que c'est un des défauts d'aujourd'hui, c'est que on ne nous laisse pas beaucoup le temps ou on se donne pas assez le temps, je sais pas. Donc j'ai enregistré ce morceau Satori en 13 minutes. J'ai trouvé le nom après, comme toujours, parce que je fais la musique et après je conceptualise en fait après. Dans le sens où j'essaye de comprendre ce qui s'est passé après, parce que j'ai du mal à me rendre compte sur le moment. Bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait ce morceau d'un G. Alors, si vous écoutez le morceau sur disque, si vous le trouvez sur Internet, vous verrez que je fais des erreurs de doigts, parce que la mélodie, je l'ai fait, mais je l'ai inventée à la seconde. J'étais vraiment parce que je me suis placé dans un processus presque de transe. Si vous avez vu l'œuvre hier soir, on retrouve un peu cette idée de méditative et planante. Et donc ce morceau, je l'ai enregistré et j'ai essayé de le mixer comme je pouvais. Et je l'ai fait écouter à la maison de disques. Et il a beaucoup aimé. Et on l'a sorti comme ça. Alors pour finir un peu avec ce que vous avez vu hier soir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus hier soir. Donc j'ai fait ce morceau Satori et j'ai rencontré Félicie à peu près au même moment d'ailleurs, qui elle fait des œuvres avec de la lumière et de la fumée. Elle a fait, je vous conseille d'aller voir sur son site tout ce qu'elle a fait parce que c'est vraiment très très intéressant. Elle joue vraiment sur l'illusion d'optique et on a des artistes qu'on aime beaucoup visuels en commun, comme James Turrell. Et donc voilà, on travaille tous les deux sur la perception et cette perte de notion un peu d'espace et du temps, chacun dans nos domaines différents. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose ensemble? Et on a réfléchi au thème, et justement, j'ai pensé à ce morceau Satori, que quelque part, comme j'avais enregistré et était sorti spontanément cette version de 13 minutes, là, que vous pouvez trouver sur disque, j'ai l'impression que je pouvais porter le morceau ailleurs. J'avais déjà essayé en enregistrant, mais en live, je me suis aperçu que le morceau pouvait durer beaucoup plus longtemps. Et donc je lui ai proposé qu'on adapte une version et qu'on travaille sur cette idée de Satori, qui est un terme en fait philosophique bouddhiste. Je ne suis pas bouddhiste, mais je suis sensible un petit peu à une vision, on va dire, spirituelle des choses. Je ne suis pas religieux, mais je suis sensible à la spiritualité. Ça ne me semble pas contradictoire. Je trouve que j'aime beaucoup la spiritualité en musique. Donc, dans le sens habité par un esprit, habité par quelque chose, une émotion, un ailleurs. C'est ce qui me touche le plus, c'est que quand toi, tu as une émotion dans ta grotte et que ça parle aux gens, là j'ai l'impression que ça sert à quelque chose, la musique. Là, enfin, celle que je fais. Pour que tu puisses reprendre ton souffle et pour rythmer un peu la rencontre, je voudrais nous montrer un peu, faire une démo, on va dire. Le son et l'électricité sont intimement liés. Je ne sais pas si vous savez, mais le son, c'est une vibration des molécules d'air entre elles. C'est-à-dire que mon souffle fait vibrer mes cordes vocales, les cordes vocales font vibrer les molécules d'air. C'est une vibration comme ça, des allers-retours.
Cette vibration atteint vos tympans, elle fait vibrer votre tympan, et cette vibration est enregistrée par vos neurones. Et en fait, c'est similaire à l'électricité. L'électricité, en fait, c'est un courant électrique alternatif. Et plus on fait vibrer ce courant rapidement, plus le signal, en fait, correspond à un son aigu, parce qu'une vibration aiguë, c'est une vibration très rapide, une vibration, et un son grave, c'est une vibration lente. Donc voilà, il suffit de faire vibrer l'électricité, l'oscillation électrique lentement et rapidement pour créer des sons différents. Et après, en fait, la différence avec, au lieu que ce soit des cordes vocales, là, on va faire vibrer un haut-parleur, grâce à quoi vous m'entendez, c'est-à-dire un haut-parleur, vous savez peut-être déjà tout ça, c'est la base, j'espère que vous l'avez appris à l'école. Un haut-parleur, c'est une membrane avec un aimant derrière, et l'électricité, en fait, elle est reliée à une bobine. Et cette bobine, en fait, crée un champ magnétique, c'est-à-dire qui va en fait faire déplacer l'aimant, ou c'est l'inverse, c'est l'aimant qui est fixe. Parce que, le micro et le haut-parleur, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens. D'un côté, c'est la membrane qui fait vibrer l'aimant sur la bobine, et de l'autre côté, c'est l'aimant qui fait... C'est la bobine qui fait... Bref, c'est une histoire de champ magnétique qui transmettent une vibration. Et à chaque fois, soit c'est les vibrations de l'air qui sont transformées en courant, ou soit c'est le courant qui fait vibrer la membrane et qui fait déplacer l'air. Bref, ce processus est très naturel, en fait, physiquement. Ce qui est utilisé pour faire le son, c'est des oscillateurs, c'est des composants électroniques qui utilisent l'électricité. Alors, le premier instrument que j'ai acheté, c'est celui-ci. Là, le Harp Pro DGX. Oui, vous pouvez rentrer, il y a de la place. Bonjour. Et c'est un instrument qui a été fait fin 70, début 80, par une marque américaine qui s'appelle ARP, qui n'existe plus, hélas. Alors, je vous fais écouter. Alors, ce qui est marrant, c'est que celui-ci, en fait, il est analogique, mais il utilise le numérique pour mémoriser des sons. C'est-à-dire que, en fait, les réglages à l'intérieur des sons, ils sont mémorisés avec une petite puce électronique. Et donc là, si vous voyez, là, il y a des boutons avec écrit dessus le son, par exemple, clarinette. Alors, je vais vous faire écouter le son clarinette. Et il y a le son aussi violoncelle. Il y a le son piano. Il y a le son banjo. Voilà, après il y a des sons plus bizarres comme pulsar, cosmic wow. Bon, c'est un instrument extrêmement rudimentaire, dans le sens où on peut faire qu'une note à la fois, c'est-à-dire qu'il y a que... on ne peut pas faire d'accord parce qu'il n'y a qu'un seul oscillateur. Parce que l'oscillateur, c'est ça qui crée le son, et il n'y a qu'un seul oscillateur dedans, parce que déjà, ça prenait beaucoup de place de mettre tous ces composants. Et donc, si je fais une autre note, en fait, je me suis aperçu que si je fais une autre note, ça choisit celle qui est en dessous. Bon, ça vous paraît un détail, mais après, quand je me suis aperçu de ça, je l'ai beaucoup utilisé. Cette propriété-là, je ne me suis pas dit comme que c'était un défaut. Mais donc le son, j'ai trouvé sympa. Ça me rappelait, justement, j'avais vu dans les vidéos que Jacquenot l'utilisait. On le voyait sur scène avec Ellie, qui était magnifique, qui dansait à côté. Et lui faisait ses petites mélodies sur ce synthé-là. Moi, ça me faisait rêver. Ça m'évoquait beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller voir les vidéos sur Internet d'Ellie et Jacquenot à la télé en train de jouer. Ils ont une classe ultime, quoi. Presque indépassable. Et donc, ce que j'aimais, donc les sons étaient sympas, mais ce que j'aimais en plus, c'est que j'ai des petits boutons sur le côté qui me permettaient de transformer les sons. Donc, il y a, par exemple, si je mets le son French horn, c'est corps anglais en fait. La traduction, c'est corps anglais parce qu'on appelle, c'est marrant que les Anglais appellent ça French horn et nous corps anglais. Enfin bon, peu importe. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut changer le filtre avec ce bouton-là. Et on peut aussi... Il y a une fonction aftertouch. C'est-à-dire que quand j'appuie fort, ça va déclencher... Si j'appuie sur ce bouton-là, par exemple, là, il y a un bouton wow.
plus j'appuie fort, plus ça... Vous voyez mon geste, c'est-à-dire que le geste correspond au son. Alors ça m'a beaucoup plu et j'ai retrouvé en fait les sensations que j'avais au saxophone, c'est-à-dire que quand tu souffles, c'est ton énergie qui crée le son, les mouvements de... Donc, il y a la fonction brillance, il y a la fonction growl, il y a une fonction vibrato aussi qui marche. On peut prendre le son. Et bon, c'est des fonctions relativement simples, mais je trouve très expressives. Et donc, j'ai tout de suite compris qu'il valait mieux que je travaille sur l'expressivité de cet instrument et que pour la dextérité, parce que le clavier, c'est... et tu peux faire qu'une note à la fois. Je ne savais pas de toute façon très bien en jouer. Donc, j'ai commencé à accompagner les autres avec cet instrument. Et puis, j'ai découvert le délai. Alors, le délai, vous savez, c'est quand le son est répété. Donc, j'ai branché mon synthé sur un délai. Donc, si je fais un son, vous allez voir, il va être répété. Voilà, je peux changer évidemment l'écart entre le délai. Ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire combien de fois il est répété. Il peut être répété comme si c'était presque 2 notes. Et vous voyez, en faisant n'importe quoi, tout de suite, il se crée quelque chose. C'est un exemple de moi, comment je me suis approprié l'instrument. Et justement, en jouant sur les octaves je l'utilise beaucoup dans le spectacle, hein, ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et justement, en répétant, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la priorité, c'était les notes d'en bas, et en répétant et en tapant droit, je pouvais faire des notes très rapidement. Je me suis aperçu qu'en faisant comme ça et en jouant les notes rapidement, on peut vraiment créer des textures, parce que comme c'est des instruments très riches, qui utilisent, comme je l'ai expliqué, l'électronique, en fait, les instruments analogiques électroniques, le son est créé par l'électricité. Je vais vous faire écouter un oscillateur. Le premier instrument électronique fabriqué, c'est celui-ci. Enfin bon, c'est pas celui-là, non. Celui-ci, il est récent, mais c'est le même système. C'est un Russe, vous le savez peut-être déjà, qui s'appelle Léon Térémine, qui l'a fabriqué. À la base, c'est un espèce d'objet en bois, comme ça, un meuble, avec une antenne là, comme ici. Et le son, je vais vous faire écouter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un champ magnétique autour. Et à l'intérieur, il y a un oscillateur, c'est-à-dire quelque chose, il y a une pile qui fonctionne dedans, qui transforme l'électricité en une oscillation. Quand on met le son grave, quand on met la main loin, ça crée un son grave. Et plus on se rapproche, plus c'est aigu. C'est-à-dire que le changement, la main fait varier le champ magnétique et en fait, indique la hauteur de la note. Donc ça fonctionne exactement pareil, sauf qu'on a utilisé un clavier pour créer les notes, c'est-à-dire qu'il y a un oscillateur et simplement on a utilisé le principe du piano, c'est-à-dire des notes graves tempérées, c'est-à-dire avec des dièses et des bémols. Voilà, pour créer le... D'ailleurs, je peux squeezer le clavier et passer d'une note à l'autre. Et l'oscillateur, il passe... Alors ça, dans le délai, c'est super.
Et là, on entend toute la richesse en fait des synthés analogiques. Et ben, pareil, si je mets le délai dans le, si je mets le délai dans le, enfin si je mets plutôt le thérémine dans le délai. On a tout de suite des textures, ça marche très bien avec le délai, quoi, parce que le son est assez simple. Hein. Donc il a fallu en fait un petit peu rajouter des oscillateurs, rajouter d'autres choses pour essayer que ce son soit plus qu'on puisse agir sur le son autre chose que enfin, de passer du grave à l'aigu. Et pour agir sur le son, après on va justement agir sur la longueur de la note, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle l'enveloppe. L'enveloppe, c'est la forme du son, c'est-à-dire si on veut faire un son court, alors c'est partagé en 4 sections. Bon, je ne peux pas faire de dessin, mais il faut imaginer le son avec une attaque, il dure assez longtemps, et une descente. Donc attaque, decay, sustain, release. Donc l'attaque, c'est ce qui va définir en fait la vitesse avec laquelle le son va se déclencher. Vous voyez, là, je l'ai mis l'attaque lente. Le son se déclenche lentement. Après, le decay, c'est la petite cloche juste après pour lui donner la pêche ou pas. Le sustain, c'est combien de temps va durer le son. Et le release, l'extinction du son. Là, je l'ai mis au maximum. Si je mets court, si je mets très court, je peux faire des sons très brefs. Donc ça, c'est l'enveloppe. Mais on peut agir aussi sur les harmoniques, c'est-à-dire sur le timbre du son, en le filtrant, c'est-à-dire en choisissant la partie aiguë ou grave de cette oscillation. Là, par exemple, je garde que les graves. Et là, les aigus. Ça, c'est le son en entier. Et il y a aussi une petite fonction sympa qui s'appelle la résonance, c'est-à-dire que ça va créer une petite pointe, une petite résonance justement dans le filtre, c'est-à-dire amplifier une petite partie des harmoniques. Alors je vais faire écouter ce que ça fait, avec un son long. Vous voyez, ça amplifie une partie du son. Ça vous rappelle des sons, non? C'est très années 80, très électronique. Bon, voilà, le filtre, l'enveloppe. Après, il y a un dernier truc. Je ne vais pas vous expliquer tout parce que, bon, après... En fait, c'est marrant parce que je vous explique un peu comment je fais, comment un truc, mais j'ai l'impression que ça n'explique rien, en fait. C'est juste une explication technique. Parce que tout ça, ça découle d'une réflexion personnelle. Et, bon. Ce qui est bien, ces instruments-là, c'est qu'il y a des gens qui vont faire des sons électroniques tout de suite, des sons qui rappellent la techno, et d'autres vont faire de la musique contemporaine, d'autres vont faire de la pop. C'est ça que j'aime bien, ces instruments-là, c'est que, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est des instruments de lutherie, c'est des instruments en fait qui donnent un champ de possibles. Tu peux faire tous les styles de musique avec. Même si c'est des vieux sons, des vieux instruments, je pense qu'il y a encore énormément de choses nouvelles à faire. Ce qui est absolument logique. Puisque les guitares, ça existe depuis un sacré bout de temps. Hein. Pourtant, vous avez l'impression que c'est un vieux son, un vieil instrument. Donc, où est-ce que j'en... Ah oui, je voulais expliquer le LFO. Alors, LFO, c'est encore un oscillateur. Il y a un troisième oscillateur, mais qui sert en fait à faire Il est très basse fréquence pour faire des variations de son. Donc là, on va l'entendre. Là, je fais varier, voilà. Là, je l'envoie sur le filtre, c'est-à-dire qu'il ouvre le filtre. Mais je peux l'envoyer aussi sur l'oscillateur. Il fait varier la note de l'oscillateur. Je peux le faire aussi en carré. Je peux l'accorder d'ailleurs.
Après, je peux envoyer l'enveloppe aussi sur le... Ah, ça, c'est super. Ça fait tout de suite des sons percussifs. Ah, bah, c'est bien, ça va introduire là, c'est vite. Alors voilà. Voilà comment on fait un... C'est pour ça que je vous disais que c'était la même chose. Voilà, je vous ai fait une grosse caisse. C'était pour vous dire qu'en fait, la boîte à rythme, le synthétiseur, l'oscillateur, tout ça, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les premières boîtes à rythme, on l'a fait aussi à partir d'oscillateurs, c'est-à-dire à partir de sons électroniques, sauf qu'on va les utiliser de façon percussive, c'est-à-dire avec des enveloppes très courtes, comme j'ai fait là, en filtrant le son dans le bas, dans les sons graves. Et puis, vous avez vu, ça fait des super sons graves. Hein. Aujourd'hui, cette boîte à rythme sur le marché d'occasion vaut beaucoup, beaucoup plus. Je vous laisse le soin de chercher. Vous verrez. C'est effrayant. Pourquoi ça vaut si cher? Parce qu'en fait, c'est pareil, ça utilise des instruments, des composants électroniques, des oscillateurs. Et en fait, il y a eu un âge d'or de l'électronique qui correspond en fait au milieu des années 80. Et après, le numérique est arrivé. Et évidemment, le numérique, on peut faire beaucoup, beaucoup plus de choses. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu avec ce synthé, on peut mémoriser des choses. Là, ça mémorisait des réglages, mais après, on a pu mémoriser les sons et même faire des oscillateurs à partir de la musique électronique, à partir de composants numériques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le son est devenu complètement différent. C'est-à-dire qu'on a pu le maîtriser et vraiment créer des sons très réalistes. C'est-à-dire qu'avec les sons numériques, on a commencé à modéliser des sons de piano, des sons de trompette, des sons de flûte. Bon, moi, je trouve finalement, avec le recul, finalement pas si réaliste que ça, parce que justement trop figé. Mais le sampling est arrivé, justement, on s'est aperçu qu'en essayant d'imiter, on n'y arrivait pas, donc on a commencé à enregistrer des sons déjà préexistants. C'est-à-dire, on a fait jouer un musicien, on a pris le micro et on a digitalisé le son, c'est-à-dire... Mais là encore, c'était figé, puisque évidemment, on reproduisait ce qui a été enregistré. Alors que vous savez qu'un musicien, un saxo, un synthé, en fait, le son est toujours différent. C'est-à-dire que quand on écoute, quand j'appuie là-dessus, vous avez vu le son, comment il bouge tout seul. Enfin bon, là, il y a le LFO qui agit, mais on n'a pas l'impression que le son, il est fixe. Il est autre chose qui est arrivé dans mon apprentissage de l'instrument, c'est que quand j'ai commencé à jouer, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à reproduire, à faire la même chose d'une fois sur l'autre. Donc je me suis beaucoup entraîné pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. C'est pour ça que là, je vous explique un peu facilement, mais ça a été très long. Et surtout qu'il n'y avait pas forcément de bouquins qui parlaient de ça, comment créer le son, comment utiliser un synthétiseur. À l'époque, Internet n'utilisait pas, il n'y avait pas de manuel pour les utiliser. Donc j'ai vraiment passé du temps à essayer de comprendre comment fonctionnait l'instrument. Et peut-être tant mieux, parce que ça m'a obligé à moi trouver comment ça marchait et d'aller en profondeur dans l'instrument. C'est-à-dire que même si c'est un synthétiseur, c'est facile de faire du son avec, j'ai dû comprendre, pour pouvoir accompagner les autres, à le maîtriser. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure concernant les disques. Lorsqu'on achetait un disque, souvent un vinyle ou une cassette, puis même plus tard les CD, on lui donnait beaucoup plus de valeur et de temps d'écoute. Et avec les instruments analogiques, il fallait s'y coller à un moment et essayer de comprendre. Exactement. Alors qu'avec un plugin ou un logiciel, effectivement, c'est beaucoup plus intuitif et du coup, on le creuse moins. Enfin, ça ressemble un peu, je trouve, il y a une analogie entre la manière d'écouter de la musique et la manière de la créer. Effectivement, il y a beaucoup de différences. Mais je n'ai rien contre la musique électronique. Il y a des gens qui font de la musique par ordinateur de façon, qui font des choses géniales. Hein. C'est pas la même temporalité en fait. Mais c'est pas la même temporalité et surtout, je trouve que l'utilisation de l'ordinateur est beaucoup plus cérébrale parce qu'évidemment, la création du son est beaucoup plus compliquée finalement parce que on peut changer les sons sur un ordinateur, pas de problème, mais il faut aller, faut chercher, Et, alors le paradoxe, c'est que la plupart des logiciels qui existent de création de son passent leur temps
à imiter ces instruments-là. C'est-à-dire que vous allez acheter un logiciel et vous allez avoir une émulation de Odyssey, vous allez avoir une émulation de TR-808, ils passent leur temps à essayer d'imiter les instruments. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est très, très difficile à imiter. Même si on enregistre le son et on le sample, c'est-à-dire et on reproduit, il le joue à chaque fois, en fait, c'est pas aussi riche que le vrai, parce que le vrai, comme je viens de vous le montrer, le son, en fait, quand on écoute bien, c'est jamais exactement la même attaque, le même son. C'est ça aussi la difficulté de faire la musique électronique aujourd'hui, c'est qu'il y a un passé de la musique électronique. Et c'est-à-dire que on a, depuis les années 60, il y a des gens qui ont déjà beaucoup fait de choses, beaucoup de musique très intéressante. Et c'est très très difficile aujourd'hui de faire quelque chose d'original parce que beaucoup de gens déjà ont beaucoup expérimenté dessus dans plein de styles différents. Et de faire de la musique club aujourd'hui, c'est très très difficile de faire quelque chose d'original parce que il y a déjà tellement de gens qui ont créé des choses avec qu'on a vite tendance à recréer des choses déjà faites. Et puis même ces instruments-là, ils ont vieilli. C'est-à-dire que ces instruments-là, que vous entendez là, ils ne sonnent plus de la même façon que quand il a été fabriqué. Parce que ça s'est usé. Mais voilà, c'est ça aussi la différence avec les instruments d'aujourd'hui. C'est que c'est des instruments réparables. Des instruments où tu peux changer les composants. Alors peut-être que ce n'est pas exactement les mêmes, mais au moins ils ont été faits dans l'optique qui dure dans le temps. C'est pour ça que j'appelle ça de la lutherie. Et parce qu'aujourd'hui, un composant numérique, il ne marche plus, ça ne se fait même pas réparer. Soit tu le changes, ils ont la pièce, soit il est foutu. Et la plupart des instruments fabriqués aujourd'hui en numérique sont destinés à disparaître. Alors déjà, ils disparaissent tous, hein, d'ailleurs, vous le savez déjà, les CD que vous avez, la plupart que vous avez achetés il y a très longtemps, vous ne pouvez plus les écouter, hein, parce qu'ils ont été rayés, parce que ça se raye, parce que c'est du plastique. Donc, il y a des gens qui les réparent, qui sont passionnés par ça, parce que c'est aussi intéressant de réparer ces instruments-là. Vous voulez que je passe à la boîte à rythme ? Et ouais, parce que justement, on a fait une grosse aparté, mais je vous parlais des synthés, mais je ne sais pas si cette révolution numérique a été à la fois un mal et un bien, dans le sens où tous ces instruments-là, ils sont tombés en désuétude. Évidemment, quand le numérique est arrivé, les possibilités ont été énormes parce qu'on a pu sampler, c'est-à-dire digitaliser des vrais instruments, les mettre à la machine, c'est-à-dire qu'un musicien, parce qu'avant, c'était quoi la musique ? C'était des musiciens, des instrumentistes, c'est-à-dire que tu faisais un groupe, il fallait trouver un pianiste, il fallait trouver un violoniste, il fallait trouver un batteur, un guitariste, avec des apprentissages d'instruments énormes. C'est-à-dire qu'avant de jouer le violon, il faut... Et sans faire fausse note, mais il faut 8 ans, quoi. Piano, bon, ça va, c'est plus facile, parce qu'il suffit mais bon, c'est quand même des instruments qui demandent beaucoup d'apprentissage. Et puis surtout, pour faire un groupe, il fallait réunir des musiciens qui sachent jouer d'un instrument, qui possèdent les instruments, les transporter. Vous imaginez, faire de la musique avant, c'était énormément de contraintes matérielles. Et quand la musique électronique est arrivée, ça a été une révolution, parce qu'un seul, évidemment c'est rudimentaire, mais avec ce seul synthé, on pouvait à la fois avoir le piano, le trombone et la clarinette. Et bref, on pouvait déjà remplacer 3 musiciens et en utilisant qu'un seul doigt, et puis avec un espace réduit. Donc ça a changé complètement l'approche de la musique, c'est-à-dire qu'une seule personne pouvait presque faire un orchestre entier. Il suffit d'acheter quelques instruments électroniques, de quoi enregistrer. Un magnétocassette suffisait à 4 pistes. Finalement, il n'y a même plus besoin d'ingénieur du son. Donc, en fait, ça a démocratisé beaucoup la musique, mais c'est-à-dire que tout le monde a pu devenir musicien. Alors, quand la musique électronique est arrivée, la plupart des gens ont dit « Ah, ça y est, c'est foutu. La musique va régresser, tout le monde va s'improviser musicien sans même savoir jouer d'un instrument, juste en bougeant des boutons. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai dit beaucoup de choses, oui ? Ah voilà, attends, le micro, comme ça, ce sera pérennisé ta question. Moi, je voulais savoir, quand tu es au studio, quand est-ce que tu appuies sur la touche enregistrement quand est-ce que tu enregistres ce que tu fais ? Parce que ça peut durer des heures et des heures de jouer avec les machines. En fait, c'est la première émotion. Par exemple, là, toi, j'ai fait le son de boîte à rythme et j'ai fait la basse.
Et là, j'ai vu qu'il se passait tout de suite quelque chose. Et là, à mon avis, j'aurais déjà commencé à enregistrer quelque chose. Parce que l'émotion, elle est arrivée. Elle est arrivée et il y a quelque chose qui fonctionnait. Les 2 petites notes que j'ai fait, déjà, il se passait quelque chose. Donc, elle aurait pu arriver là. Oui. Et qu'est-ce que tu en fais après, du coup, de ce que tu as enregistré en général? Bah, soit je le garde de côté, soit ça y est, ça devient un disque. C'est tout. Je ne cherche pas tout de suite à que un morceau serve à quelque chose. C'est parce que ce qui compte, c'est le plaisir que j'ai eu à le faire. Alors, une des grandes forces aussi, que vous avez compris peut-être, c'est que je compose de la même façon que je fais les lives. Du coup, ce que je joue est immédiatement reproduisible en live. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des albums, comme James Holden, et puis après, ils ne savent pas comment le transformer sur scène. Donc, lui, il a monté un groupe avec un copain batteur et moi au saxo, et il a fait vivre De toute façon, il avait un peu la trouille, c'était son premier live, il n'avait jamais fait de live avant. Donc, il a eu un peu la trouille de monter sur scène, et seul, il a fait un groupe, et du coup, ça l'a libéré. Moi, j'ai composé, parce qu'il a composé aussi dans sa chambre, sur longtemps. Et du coup, c'est très difficile de reproduire la même chose sur scène. Mais du coup, il a compris qu'il c'était pas grave s'il ne reproduise pas la même chose. Ça, c'est une grande force. Et moi aussi, je suis dans le même esprit. C'est pas grave si je reproduis pas exactement la même chose que j'ai fait l'enregistrement. Mais en tout cas, à peu près, j'ai les mêmes instruments. C'est les mêmes instruments que j'utilise pour les enregistrements. Et je suis capable de refaire à peu près ce que j'ai créé de la même façon en live. Donc ça, c'est une grande force. Il y a beaucoup de musiciens électroniques qui sont coincés avec leur ordinateur. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste à faire quand ils ont leur ordinateur? C'est d'ouvrir les pistes une à une sur live, et de jouer un peu avec les effets, pas trop parce que ça fait bugger l'ordi. Bon, ça, les lives par ordinateur, franchement, il y en a très peu qui arrivent à faire des choses intéressantes. Vraiment à s'approprier, à se mettre en danger et qu'il se passe quelque chose en général. Ils déroulent, tout est prévu à la minute près. Et ils déroulent les pistes les unes après les autres, sans prise de risque. Ils doivent beaucoup s'ennuyer. J'aimerais pas être à leur place. Je dois résumer toute ma recherche, c'est une recherche de plaisir par rapport à un instrument, par rapport à une approche de la musique, à une approche que j'ai développée dans mes écoutes personnelles, de ce qui m'est arrivé. Je ne dis pas que tout le monde doit faire la même musique de la même façon que moi, mais j'ai trouvé cette façon-là. Les gens me disent, tu sais, c'est très compliqué ce que tu fais. Je dis non, extrêmement simple, je vais vous l'expliquer. Peut-être que c'est compliqué pour vous, mais... Ce que j'ai développé, c'est plus mon cerveau à dissocier à la fois le son, ce que je joue, ce que je ressens. Voilà. C'est peut-être ça que j'ai développé plus qu'une technique de jeu. Je n'ai toujours pas joué du piano. Je ne suis pas toujours un grand musicien de saxophone, mais j'aime l'émotion du son, du saxo. Alors je développe plus des notes avec un habité. Voilà. Si moi, je suis dans une recherche de plaisir, je m'aperçois que les gens sont pareils dans le même état. Donc, si moi, j'ai peur, eh ben, le public va stresser. En fait, donc, j'ai pas peur de décevoir le public parce que je suis dans une recherche de plaisir et de comment dire, d'épanouissement. Alors, donc, j'ai pas peur de ça, quoi, parce que je suis pas dans cette dynamique-là.